Bonsoir tout le monde. Mon nom est Valérie Couture. Je présiderai la web radio ce soir. Dans un premier temps, je souhaite souhaiter à tous nos auditeurs ce soir, de la part de notre équipe ce soir, une très, très bonne année 2022. Il semble que celle-ci démarre d'une façon avec encore quelques entailles dans son fonctionnement régulier. Naturellement, tout le monde est au courant de la situation de la COVID. La crise sanitaire est encore plus fulgurante que ce que nous avons vécu auparavant. Alors, on a pensé ce soir que c'était important de revenir sur certains points, sur certaines recommandations et naturellement, toujours de répondre à vos questions via le site Facebook pour être certain que tous les administrateurs et copropriétaires qui nous écoutent ce soir aient des réponses claires et savoir aussi les enjeux que le syndicat doit rencontrer. Donc, c'est un peu l'avenue ce soir. On va vous présenter nos gens qui sont avec nous, qui sont bien connus de tous. Alors, je suis là, Valérie Couture, pour Condo Stratégiste. On a Maître Yves Jolicoeur qui a un petit problème technique qui va nous revenir dans quelques secondes. Donc, Maître Yves Papineau, qui sont les deux grands avocats émérites de la copropriété. Donc, bonsoir, Maître Jolicoeur, bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir. Donc, ce soir, notre web radio est une commandite d'assurance Gaudreau, donc un partenaire très important dans la copropriété. Vincent et son équipe travaillent effectivement, sont très présents. Ils ont quand même aussi une grande notoriété dans les copropriétés qui ont des difficultés d'assurance. On en a souvent parlé avec Vincent lors de plusieurs web radios. Donc, merci à Gaudreau Assurance et merci à nos syndicats de copropriété de leur faire confiance, ce qu'ils méritent grandement de toute façon. Alors, ça nous amène à notre sujet ce soir. On subit, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une tangente de changement très, très radical dès la semaine du 20 décembre. Le variant Omicron a frappé aux portes de tous les Québécois et de tout le monde entier. Donc, ce soir, avec Maître Jolicoeur et Maître Papineau, on va couvrir ce dossier-là, qu'on a déjà couvert, mais je pense qu'il reste toujours des choses à rappeler. Il ne faut pas oublier que quand on était en mars 2021, on avait une certaine approche via la COVID-19. Là, il y a plusieurs choses qui ont changé. Est-ce que les règles ont-elles changé? Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures plus importantes? Donc, d'entrée de jeu, ma première question qui est assez simple. Messieurs, quelles sont les mesures recommandées qu'un syndicat de copropriété doit prendre? Puis là, on a deux types de syndicats. On a des plus petits, on a des plus gros qui ont des espaces communs. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure si je suis un administrateur de syndicat aujourd'hui? Écoutez, sur cette question-là, je pense qu'on a, Maître Papineau et moi, on va tenir un discours commun. On retrouve toujours les enseignements de l'article 1039 du Code civil du Québec qui vise à ce que le syndicat procède évidemment à la conservation de l'immeuble. Mais si on ne parle pas de conservation de l'immeuble, on parle plus des opérations d'intérêt commun. Toujours se rappeler qu'une copropriété est un milieu de vie, est un milieu où on a des copropriétaires occupants, on a des locataires, on a des gens qui ont purement et simplement le statut d'occupant, qui vivent sur un même toit dans une dynamique qui aujourd'hui est quand même assez préoccupante avec un niveau de contagion de ce Omicron là, qui frappe un peu tous et chacun. Je pense que tout le monde, de près ou de loin, connaît un cousin, une fille qui a été atteint par ceci. Alors, évidemment, la question que Maître Papineau et moi, on reçoit fréquemment, mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis ces situations-là de COVID-19 alors qu'on a des copropriétaires qui nous annoncent avoir été affectés par la COVID, qui sont présentement en période d'isolement et également vis-à-vis des autres copropriétaires, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là-dessus, je pense que Maître Papineau pourrait peut-être un peu nous éclairer sur cette question-là, puis je pourrais rétroagir un peu en fonction des propos de Maître Papineau.
c'est un principe pas compliqué. Dans un syndicat de copropriétaires, il y a des administrateurs qui sont là pour l'opération du syndicat, pas uniquement pour l'immeuble. Est-ce qu'un administrateur peut laisser la COVID entrer dans l'immeuble puis rien dire et rien faire? Je pense que la réponse est évidente. Et il me semble très logique et très légal aussi que si on va voir le juge pour lui dire, écoutez, monsieur le juge, j'ai attrapé la COVID parce que mon syndicat n'a pris aucune mesure et on est en mesure d'en faire la preuve, tout le monde a une responsabilité civile et les administrateurs ont le devoir de protéger les copropriétaires. C'est sûr que le Code civil n'a pas inclus la protection médicale et la protection contre la COVID dans les articles du Code civil. Mais comme disait Majolika, en 1039, on parle des opérations d'intérêt commun. Bien, l'intérêt commun, c'est de ne pas transmettre les maladies dans l'immeuble. C'est de s'assurer qu'on vit dans un endroit sécuritaire. Vous savez, on demande au conseil d'administration de faire respecter les règles concernant le bruit, concernant les cordes à linge. Puis là, on va dire non, le conseil n'a pas le droit de faire respecter les règlements gouvernementaux sur la COVID. Bon, c'est un petit peu difficile à suivre. Alors moi, je n'ai aucun doute que le conseil, non seulement a le pouvoir, mais il a l'obligation de s'assurer qu'il n'y a pas de propagation du virus. Mais si vous permettez, est-ce que vous venez de dire toutes les deux, je crois que d'une certaine façon, c'est quand même assez facile pour un syndicat d'émettre des recommandations. Mais qu'est-ce qu'on fait comme syndicat de copropriété quand les gens ne respectent pas cette recommandation-là? C'est sûr qu'on va penser qu'on a un pouvoir d'essayer de convaincre les autres, mais on ne pourra pas faire de tout le monde. Vous savez, il y en a toujours qui ne respectent pas les choses comme ça. Quelles sont les mesures que le syndicat peut prendre contre un copropriétaire qui ne fait pas attention, qui rentre dans l'ascenseur, pas de masque avec d'autres personnes? Est-ce qu'il y a un pouvoir quelconque? Parce que la législation dit que le syndicat doit poser les gestes dans l'intérêt collectif. Mais s'il n'y a pas tout le collectif qui suit, qu'est-ce qu'on peut faire comme syndicat de copropriété? Est-ce qu'on peut émettre une amende? Ouais, avant de parler d'amende, Mme Couture, il faut réfléchir un peu au cadre légal d'une copropriété divise. Avant toute chose, on sait très bien que lorsqu'on devient copropriétaire, on reçoit une brique de papier qui s'appelle une déclaration de copropriété. Évidemment, c'est un document qui est relativement impressionnant parce qu'on essaie de normer le plus possible les façons de faire dans un immeuble pour éviter, dans le fond, d'avoir des problématiques acoustiques, comme le soulignait M. Papineau, des problématiques également de gestion des déchets, problématiques également en ce qui a trait aux travaux. On essaie le plus possible dans une déclaration de copropriété d'établir des normes qui sont non équivoques en cette matière pour assurer un équilibre social dans l'immeuble. Bon, ça, je pense, important de se rappeler qu'une déclaration de copropriété, ça se veut avant toute chose un document qui se veut un code de vie pour une copropriété. Très bon rappel, M. Jolicoeur. Et évidemment, cette déclaration de copropriété, parfois a des dents. Je laisserai à M. Papineau le soin de parler des clauses pénales tout à l'heure, mais là, elle a des dents. Il faut qu'elle soit éventuellement coercitive. Si on demande aux copropriétaires, sans que ça soit normé, d'être des bons citoyens pour éviter que la contagion ait lieu dans le bâtiment, puis on sait qu'il y en a eu à Toronto, il y a des immeubles complets qui ont été affectés par la COVID, bien, ça ne marchera pas. Il faut avoir un cadre. Il faut être en mesure que le conseil d'administration exprime clairement quelles sont ses attentes pour assurer un milieu de vie qui limite le risque de contagion dans le bâtiment. On ne peut pas juste dire, bien, écoutez la télé, là, puis mettez-vous des masques sur le nez. Ça prend un peu plus que ça. Ça prend des normes bien définies de la part du conseil. Donc, il y a des gestes actifs qui doivent être posés par le conseil d'administration au terme d'une résolution du conseil d'administration sur ce qu'on a comme attente au niveau des copropriétaires. Alors, évidemment, on va parler de choses relativement simples. Le masque,
hein, le masque doit être porté dans les parties communes intérieures. Bon, est-ce que le masque doit être porté dans les parties communes extérieures? C'est une autre question. Est-ce que c'est pertinent? Alors, le conseil d'administration, à mon humble avis, doit être influencé par les mesures que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada décrètent. Alors, évidemment, on n'a pas un pouvoir d'imposer un passeport vaccinal. On en a parlé sur le site Condo Légal qu'on n'était pas en mesure d'aller jusqu'à imposer le droit avant de rentrer dans l'immeuble d'avoir double vaccination, parce qu'effectivement, c'est un lieu de vie. Quelqu'un qui n'est pas double vacciné, on ne peut pas l'empêcher de jouir de sa partie privative. Mais on peut certainement, dans les espaces communs où il y a risque de contamination, établir des normes qui sont, somme toute, inspirées par celles que le gouvernement nous donne. Je dis toujours, c'est ce qu'on a écrit sur le Condo Légal, c'est bien beau de mettre une petite affichette à l'entrée en disant « portez le masque », mais ça prend un peu plus que ça. Ce n'est pas parce qu'on met une affichette à l'entrée du bâtiment que la COVID ne rentrera pas dans le bâtiment. La COVID, elle ne lit pas une déclaration de copropriété, elle ne lit pas un règlement d'immeuble, elle ne lit rien. Elle suit tout ce qui peut l'amener à survivre et à évoluer. Alors ça, là-dessus, Maître Papineau et moi, on s'en est parlé avant l'émission sur la question du normatif. Justement, il y a une réflexion que Maître Papineau est en train de faire avec Maître Christine Gagnon dans un ouvrage qui est toujours passionné, les ouvrages de Maître Papineau et de Maître Gagnon, qui est en train de se matérialiser. Et là-dessus, je donnerai la parole à Maître Papineau pour voir un peu comment ce grand auteur de droit voit la chose. Et si jamais on n'est pas d'accord, sachez que je rétroagirai très rapidement sur un degré de désaccord, mais je serais très étonné. Quels beaux échanges en début d'année. M. Delcaire, si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous n'aurez pas raison. Alors, ça serait peut-être mieux de pas rétroagir. La question, il y a deux volets dont je voudrais traiter, Mme Couture. C'est que, premièrement, est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir un règlement particulier? Je vous donne un exemple. Quand ça a été la question du cannabis, est-ce qu'on avait besoin d'avoir expressément un article interdisant le cannabis? Tant qu'à moi, la déclaration a, à 99% des cas, la déclaration a toujours une clause qui dit qu'un copropriétaire ne peut pas, par ses agissements, nuire et déranger les voisins, le syndicat, etc. Alors, le cannabis, est-ce qu'on avait besoin d'un règlement? Obligatoirement, la réponse, c'est non, parce qu'on pouvait utiliser cette clause-là en disant que l'odeur dérangeait les gens. Bien, c'est la même chose pour la COVID. Est-ce qu'on a besoin d'un règlement COVID qui oblige de porter le masque? Encore là, il y a deux choses. Premièrement, le gouvernement émet des directives. La santé publique, que ce soit à Montréal ou au Québec, ou du gouvernement du Québec ou au fédéral, il y a des directives qui émanent des autorités supérieures. Les gens doivent les respecter et le conseil d'administration doit les faire respecter. Alors, je ne pense pas qu'on a besoin de règlements particuliers. Sur la question des règlements, bien là, il y a des questions. Là, on va faire un petit peu de droit d'article de loi, là, qui est peut-être pas l'objet de l'émission, mais ce que dit Mme Jolicoeur, où on est à faire une réflexion, c'est que le Code civil dit à l'article 1054 que le règlement de l'immeuble contient les règles relatives à la jouissance, l'usage, l'entretien des parties privatives et communes, ainsi que celles relatives au fonctionnement ou à l'administration de la copropriété. Et le Code continue en disant que les règlements sont de juridiction exclusive des copropriétaires et de l'Assemblée des copropriétaires. Sauf qu'il y a un article dans la partie sur les personnes morales, l'article 335, qui dit que le conseil d'administration adopte et met en vigueur des règlements de gestion, sauf à les faire ratifier par les membres à l'Assemblée qui suit. Le problème dans ça, Mme Couture, c'est qu'un règlement de gestion semble être l'exception à 1054, mais c'est quoi un règlement de gestion? Tout à fait.
Je voulais pas... Et ça, là-dessus, pour rebondir sur le propos de Maître Papineau, ben, on a peut-être l'opportunité de justement définir ce que c'est un règlement de gestion. Et on est en droit nouveau parce que la crise de la COVID nous oblige, comme juristes, à réfléchir sur les modalités pour arriver à une finalité. Et la finalité est relativement simple. On veut éviter une éclosion dans les bâtiments copropriétés. Et là-dessus, mon opinion, c'est qu'il appartient au conseil d'administration de bien établir les normes au terme d'une résolution du conseil sur les attentes qu'ils ont à l'égard des copropriétaires. On ne peut pas simplement dire aux termes « soyez de bons citoyens ». Là, aujourd'hui, là, dans les déclarations qu'on a du gouvernement du Québec, vont-ils le mettre vont-ils aller de l'avant? On parle de créer un impôt pour ceux qui ne sont pas vaccinés. N'est-ce pas? Ça, c'est le sujet. Là, évidemment, la question se pose sur la légalité de ces questions-là. Mais M. Legault, qu'est-ce qu'il fait quand il lance ces bulles-là? Il lance un message. C'est de la communication. C'est d'essayer d'amener les gens à réfléchir pour ceux qui n'ont pas été vaccinés en disant, vous savez, là, actuellement, si vous voulez être malade, c'est peut-être votre décision, mais ça a un impact social. Quand vous contaminez, quand vous rentrez contaminé dans un centre hospitalier, puis vous empêchez quelqu'un d'avoir une chirurgie cardiaque, ça a un impact du point de vue de société. Puis moi, je pense que les collectivités de copropriétaires, on est des micro-gouvernements. On se doit d'avoir un message aussi cohérent que l'État québécois a. C'est pas facile. On a perdu M. Dr. Arruda récemment. C'est pas facile parce qu'on n'est pas dans une science exacte. Mais il me semble qu'une résolution du conseil d'administration qui définit expressément les attentes du conseil à l'égard des copropriétaires, qui définit exactement ce que les gens devraient faire en termes de est-ce que c'est un règlement de régie interne ou pas, bien, ça n'a pas d'importance quant à moi juridiquement parlant. Il y a un message qui doit être passé du conseil d'administration au terme d'une résolution. Puis si les copropriétaires ne sont pas contents, je n'ose pas tenir les propos de M. Macron, qui dit je vais les emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés parce que, évidemment, je suis québécois et non pas français, mais il faut faire en sorte qu'au-delà de notre collectivité copropriétaire, on a également une réflexion au point de vue social. La réflexion au point de vue social est simple aujourd'hui. On a des gens qui sont privés de chirurgie importante, qui souffrent actuellement parce qu'on remplit des lits avec des gens qui ont la COVID. Puis personne n'est à l'abri. Nous autres, les quatre ce soir, là, nous trois, on peut prendre cette COVID demain, mais j'imagine que tout le monde a été vacciné. Puis j'imagine que tout le monde, les trois qui sont à l'écran ce soir, on prend les mesures de distanciation pour gérer le reste. Mais moi, je vois un copropriétaire non vacciné en invoquant la Charte des droits et libertés avec le smile dans le visage, en se promenant en disant moi, je fais bien ce que je veux, puis j'ai tous les droits voulus. Bien, je m'excuse, c'est pas vrai qu'en copropriété, on doit laisser cette typologie d'individus. Alors, il faut donc que le conseil d'administration revienne à un message clair, une résolution de conseil, en établissant précisément les normes particulières. C'est évident que si vous êtes dans un immeuble, dans une copropriété de type horizontal, dans des maisons de ville l'une à côté de l'autre, a-t-on besoin d'un règlement sur la COVID? Je pense pas. Je pense pas parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas d'éléments communs intérieurs qu'on partage. Et moi, à partir du moment où je dois prendre l'ascenseur quand je reviens de chez nous le soir, puis je dois monter au 5e étage, puis j'en ai un non-vacciné là, qui rentre dans l'ascenseur, pas de masque. Mais je m'excuse, là. Aussi, j'ai des droits. Puis ça, le conseil, je pense, à mon humble avis, doit cristalliser l'intérêt collectif versus l'intérêt individuel. Alors, voilà un peu ma vision des choses. Mais autant M. Papineau que moi, on est en matière de droit nouveau. On est dans une situation où on doit composer avec une réalité de terrain où on doit venir coller des pièces de puzzle. Puis tout le monde actuellement, que ce soit notre système judiciaire, les juges qui font des audiences numériques, personne ne s'attendait un jour
à devoir dématérialiser toute notre société. Personne ne s'attendait un jour à ne plus voir des frères, des sœurs, des amis, à être privé de cette liberté de contact. Et je vous dirais que globalement, la société québécoise se prête à ce jeu-là parce qu'on a des gens qui sont globalement responsables. Mais il faut comprendre que dans une société comme dans une communauté, on a des gens irresponsables, puis on doit normer pour ces gens irresponsables. Voilà un peu ma vision des choses. Merci, Maître Papineau. Vous étiez en train de parler du règlement et tout ça. Si je suis un administrateur de copropriété et je décide d'émettre un règlement à partir d'aujourd'hui, que tant qu'il y a la situation de la santé comme elle l'est présentement, j'oblige le masque dans mes espaces communs. Est-ce que le syndicat peut faire ça? Est-ce que c'est au-delà de la recommandation, c'est l'obligation? Est-ce qu'on peut le faire? Écoutez, est-ce qu'on peut le faire? Comme dit M. Junical, c'est tout du droit nouveau et des questions nouvelles. Mais est-ce que le syndicat peut obliger le port du masque dans les parties communes alors que le gouvernement l'impose partout dans les endroits publics? Une partie commune, c'est un endroit public aussi. Alors, je pense qu'on peut dire, bien, écoutez, c'est bon dans les endroits publics, c'est bon dans les parties communes. Et le conseil d'administration est comme le gouvernement du syndicat. Alors, il doit s'assurer que c'est respecté. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ceux qui ne... je vais faire attention, là, j'allais dire avec ceux qui ne pensent pas comme nous, mais pourquoi j'ai de la difficulté? C'est que la question, il y a beaucoup de questions de droit dans ce qu'on dit depuis tantôt, mais on parle de sécurité publique. C'est beau les principes de droit, c'est beau la charte. Est-ce que vous pouvez m'obliger à porter un masque? Mais l'autre question à se poser, c'est est-ce que j'ai le droit, moi, d'empoisonner tout le monde ou de les rendre malades? Je pense que la réponse est facile. OK. Est-ce qu'on peut mettre une amende dans des déclarations? Il y a des syndicats qui ont une clause générale. Donc, est-ce que le syndicat recommande fortement, oblige le masque, mais pas un règlement, mais il dit que le masque est obligé comme partout ailleurs. Et il y a des gens ou une personne qui est récalcitrante et qui ne le met jamais. Le syndicat peut-il appliquer cette amende-là? Regardez, le syndicat pourrait le faire en invoquant la clause générale que le copropriétaire doit se comporter de façon à ne pas nuire, etc. Et je pense que devant le tribunal, il n'y a pas une grosse preuve à faire, là. Le gouvernement, tous les gouvernements de tous les pays au monde, sauf quelques pays où il y a des illuminés au gouvernement, là, tout le monde dit qu'il doit se porter le masque pour ne pas nuire aux autres. Alors, je pense que la preuve sera faite que de ne pas porter le masque, c'est de nuire aux autres copropriétaires. Okay. Mais maintenant, il faut juste faire attention de ne pas passer une ligne, là. Actuellement, on tient un discours qui n'est pas forcément apprécié de tous. Il y a des gens qui ont l'ultime conviction qu'ils ont le droit de ne pas être vaccinés. Puis moi, cela étant dit, moi, je respecte ça. Ce n'est pas une question d'opinion, ainsi de suite. Les gens disent, écoutez, c'est mon cas, je n'ai pas le goût de me faire vacciner, je n'ai pas le goût qu'on m'impose la chose, ainsi de suite. Alors, évidemment, c'est un choix. Puis nous, comme syndicat de copropriétaires, on ne peut pas discriminer l'entrée dans l'immeuble à des gens vaccinés et non vaccinés. On ne peut pas s'imaginer que le passeport vaccinal peut être un frein à l'entrée des copropriétaires, des occupants de l'immeuble, parce que évidemment, on est interpellé comme avocat par les conseils d'administration qui disent, bien, écoutez, Madame une telle, Monsieur une telle ont été déclarés positifs. Est-ce qu'on a l'obligation d'en aviser les autres copropriétaires? C'est une question qui nous est revenue assez souvent. Est-ce qu'on doit en informer le personnel? Le syndicat est un employeur aussi. Il a des devoirs vis-à-vis des employés. Bon, dans un premier temps, lorsque un copropriétaire annonce au conseil d'administration qu'ils sont positifs, c'est une information qui est totalement confidentielle. C'est des données personnelles.
qui ne peuvent en aucun cas, et je répète, en aucun cas, être communiqués aux copropriétaires ou aux occupants de l'immeuble. Encore que les choses soient très claires. Deuxièmement, est-ce que le syndicat peut imposer une façon de faire à l'égard des copropriétaires? Est-ce qu'on peut leur dire, vous sortez entre 6 h et 7 h du matin, puis entre 11 h et minuit, puis pas plus que ça? La réponse est non. On ne peut pas commencer à dicter des lignes de conduite. Donc, quand on parle de porter le masque, ben, on n'est pas là pour discriminer quelqu'un qui a le COVID, qui n'a pas le COVID. Tout le monde doit porter le masque parce que, justement, l'objectif, c'est de limiter la contagion dans le bâtiment sans identifier les copropriétaires qui sont malheureusement malades. Puis, écoutez, personne qui ce soir peut dire « je ne l'attraperai pas, la COVID ». Il y en a qui ont 3 vaccins puis qui l'attrapent. Ils doivent se mettre en zone d'isolement. Puis on ne peut pas commencer à contrôler, à savoir, j'ai vu M. Latulippe là, sortir en dehors de la période donnée. On ne peut pas intervenir là-dedans. On ne peut pas commencer à gérer les allées et venues des gens puis commencer à appeler la police parce qu'il y en a un qui respecte ça. Ce n'est pas le rôle du syndicat. Le syndicat se doit de mettre minimalement en place, comme l'a signalé d'ailleurs M. Papineau ce soir, les mesures de distanciation, le port du masque, qui sont des choses de base. Il doit également réfléchir aussi à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement dans les parties communes, parce que ça, c'est une autre chose aussi qui est très claire. Aucun attroupement. On ne fait pas de meeting dans les espaces communs. Ça fait partie des choses. On ne fait pas plus de meetings dans les escaliers non plus. Écoutez, depuis qu'on a vu le vol de Sunwing avec des gens qui fêtaient, on s'est aperçu que les gens pouvaient avoir beaucoup d'imagination. Qu'en copropriété, on a justement ces cas d'espèce. Alors, c'est juste de trouver un dosage correct qui fait en sorte que le syndicat démontre qu'il a engagé des mesures raisonnables et par la suite, ben, on se limite à cette question-là. On ne peut pas aller plus loin que ça. Le terme raisonnable est bien parce que c'est sûr que, bon, on est là-dedans depuis presque 2 ans, cette situation-là, en montagne russe, des up and down. Et il faut comprendre que c'est aussi très, très difficile déjà, vous savez, pour nos administrateurs de gérer toutes les nouvelles lois qui arrivent, tout ça. Là, arrive la pandémie, on leur demande de gérer encore plus serré. On ferme des espaces communs pour lesquels les copropriétaires ont acheté parce qu'ils vont au gymnase, à la piscine, etc. Il y a certains de ces copropriétaires-là qui disent « Ah ben là, moi, je veux aller m'entraîner, vous avez fermé l'espace, je ne paye pas, je vais enlever 20 $ de mes charges communes parce que je n'ai plus de gym. » Maître Papineau, je vous vois rire, mais ça a été du quotidien dans le dossier de COVID. Je ris pour une raison. C'est que les gens qui nous disent on va ôter 20 $ parce que vous avez fermé la piscine, 10 pour le gym, ils oublient une chose. Le gym, que tu l'utilises ou pas, il faut le chauffer, il faut le climatiser, il faut l'éclairer. Il y a des frais quand même. La piscine, que les gens l'utilisent ou pas, il faut qu'elle opère la piscine. Si on la ferme, on ne met plus de chlore ou on ne met plus de sel ou on ne met plus rien, il va arriver quoi avec la piscine quand on va vouloir la repartir? On a eu une émission là-dessus, Mme Couture, l'an dernier, oui. Et les spécialistes nous ont dit qu'au bout de la ligne, ça va coûter beaucoup plus cher la repartir que de l'avoir laissé fonctionner. Alors, pourquoi je souris? C'est que les gens oublient que ce n'est pas parce que tu n'utilises pas la piscine qu'il n'y a pas des coûts. Et ce n'est pas vrai que parce que tu ne l'utilises pas, tu as droit à une réduction. Ça a coûté le même prix ou à peu près, qu'elle soit en fonction ou pas. Alors, arrêtons de dire « j'ai été privé de mes droits, j'ai droit à une réduction », il reste que des dépenses quand même. Absolument. Puis, dans les questions où les gens, dans le chat, il y a une question qui disent est-ce qu'on encourage la délation de ceux qui ne portent pas le masque, qui vont à la chute à déchets sans masque, qui ont été
qui ont été reconnus positifs puis qui ils sortent justement pour aller à la chute à déchets, puis ces choses-là. Vous savez que, là, je reviens avec ça parce que moi, les administrateurs, j'ai un grand respect pour eux autres, travaillent très fort, puis là, on leur met beaucoup de pression avec cette situation-là que personne ne peut contrôler. Mais est-ce qu'on encourage les gens, parce qu'on ne veut pas non plus créer de chicanes entre les copropriétaires pour des divergences d'opinion, puis on sait, Maître Jolicoeur l'a dit tantôt, c'est un dossier qui peut mal tourner dans des discussions. On veut respecter les opinions de tout le monde, mais à un moment donné, il faut s'en sortir aussi de cette situation-là. Comment on réagit comme conseil d'administration? Est-ce qu'on appelle la police quand ils sont plus que 5? Est-ce qu'on applique une amende parce qu'ils ont fait un party et ce n'était pas permis? Comment on marche avec ça? Dans un premier temps, il faut toujours se rappeler ce que c'est une communauté, une collectivité de copropriétaires et qui sont sur les conseils d'administration. Je pense que dans un premier temps, regardons les ingrédients qu'on a sur la table. Contrairement à la politique provinciale, municipale, on est dans une communauté où les élus sont des gens de proximité. Ce sont des voisins, c'est des gens de palier à qui on donne beaucoup de responsabilités. On sait très bien que ces gens-là sont des bénévoles qui donnent du temps, qui sont des fois un peu découragés parce qu'on a malheureusement une clientèle de copropriétaires qui disent « je paye pour un service puis je ne l'ai pas ». Au lieu de se dire « Paul, mon voisin, s'investit bénévolement dans le groupe pour, dans le fond, gérer notre immeuble ». J'aimerais ça qu'on remette ces valeurs-là en place. J'aimerais ça qu'on cesse de dire « j'ai payé, j'ai droit à un service ». J'aimerais ça qu'on dise à un moment donné, ces gens-là qui sont des bénévoles, je devrais les remercier de s'investir sur le conseil d'administration. Au-delà de tous ces considérants de nature juridique que Maître Papineau et moi, on peut décliner. Quand on est dans une dynamique de petite copropriété, surtout là, on parle, imaginons dans un 6 logements. Puis on a Jules qui, lui, se fout éperdument de toutes ces règles-là. Ben, c'est évident que les gens se posent comme question, est-ce qu'il est à la bonne place, Jules? Bon. Et c'est pour des Jules, des Francis, près des Yves, je ne sais pas trop quoi vous appelez, peu importe le prénom, qu'on établit des normes. Est-ce qu'on doit jouer à la police pour savoir, est-ce que je regardais la caméra vidéo toute la nuit là, pour voir si Jules sort sans son masque? Non, on n'est pas là. La réponse, s'il vous plaît, c'est non. On n'est pas en train de checker ça de la caméra vidéo d'abord. Ah, je l'ai trouvé. Il est sorti à 10h05, c'est le couvre-feu, je vais appeler la police. S'il vous plaît, on n'est pas dans ce registre-là. La seule chose, si je dois prendre l'ascenseur ce soir, puis je rentre à l'immeuble, je monte au 5e étage. J'aimerais bien ça que si je dois rencontrer quelqu'un à l'ascenseur qui porte son masque. C'est tout simplement ça. Alors, c'est une question de dosage. C'est comme nos déclarations de côté qui comportent une multitude d'interdits. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un fait une contravention, on doit lui sauter au visage? On va appeler Maître Papineau pour lui dire on va le mettre à l'amende? Je pense que non. Je pense que la réponse, c'est non. Je pense que dans le fond, l'objectif, c'est une question de bon dosage. Mais quelqu'un qui pavane dans le corridor, sans masque, qui ne se lave pas les mains quand il rentre, bien, je pense que lui, là, comme on dit, il cherche trop, puis ça devrait être sanctionné. Alors, c'est juste une question de juste milieu à la mise en œuvre des directives que le conseil d'administration va adopter pour justement faire en sorte qu'on puisse assurer une sécurité. Parce que, je rappelle à l'auditoire ce soir, on a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui sont, au point de vue immunitaire, ils ont des défaillances. Vous allez peut-être rencontrer dans un corridor une jeune femme qui a peut-être 25 ans, qui a des problèmes de santé. Vous ne le savez pas, que peut-être ce petit basque-là que vous ne porterez pas, ça va la rendre intubée aux urgences dans 48 heures. Puis j'en fais pas des caricatures, on les a, les cas à l'esprit. Bien, s'il vous plaît, pensez pas juste à vous, pensez pas juste à la Charte des droits, pensez à ceux dont la santé risque d'être affectée par des gestes qui ne feront pas en sorte de considérer
le bien-être de votre voisin. On n'est pas dans une situation ordinaire. On est dans des choses qu'on vit dans une situation extraordinaire. On pensait l'été passé vivre l'espoir de revivre une vie ordinaire. Les restaurants ont ouvert, les voyages se sont ouverts. Là, on referme. Ça nécessite manifestement un geste d'une grande solidarité. Puis nous, comme avocats, ben oui, c'est sûr qu'on est là pour essayer de créer des normes de droit pour essayer de trouver l'équilibre, mais il n'y a pas de police de la copropriété. Donc, il faut juste ramener les choses à son juste milieu. Merci, Maître Jolicoeur. Si je vous parle du projet de loi 103, c'est quand même très récent. Est-ce qu'on peut intervenir là-dessus pour parler à nos auditeurs ce soir? Qu'est-ce que c'est exactement, puis qu'est-ce que ça change dans notre quotidien de micro-société, qui, je le rappelle, c'est important de le préciser, c'est qu'à Montréal, c'est un ménage environ sur 5 qui vit en copropriété. Et corrigez-moi, Maître Papineau, Maître Jolicoeur, si je dis faux. Et à Québec, ça serait 1 sur 9. Donc, c'est vraiment ce qu'on parle ce soir, de faire attention. Tout ça, c'est sûr que ça passe par notre milieu de vie, naturellement. Et ça touche beaucoup de monde en même temps. Donc, le projet de loi 103, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je vais laisser à Maître Papineau le soin de l'exposer parce que ça va être un outil de son prochain ouvrage. Ce qu'on vous montre à l'instant, c'est une des fiches pratiques là, sur les nouvelles dispositions du projet de loi 103, qui est la 4e modification législative que l'on a connue depuis 2018. Alors, juste quand même signaler à l'auditoire que la copropriété, on s'était plaint du déficit législatif. Mais là, on carbure pas mal actuellement, puisque c'est le 4e projet de loi qui modifie les dispositions du Code civil en matière de copropriété. Alors, je vais donner la parole à M. Papineau, qui est un grand spécialiste, là, notamment avec son guide sur les assemblées, sur la question des assemblées virtuelles. Alors, écoutez, on sait tout le monde que avant la COVID, avant le mois de mars 2020, les assemblées étaient tenues en présence ou en présentiel. Beaucoup se plaignaient de la situation. Quand je dis beaucoup, je devrais peut-être dire plusieurs, se plaignaient de la situation. On ne pouvait pas le faire virtuellement. Les voyageurs ne pouvaient pas assister. Les Floridiens ne pouvaient pas assister. Alors, la COVID a fait que le gouvernement du Québec, par un arrêté ministériel en 2020, au mois d'avril, si je ne me trompe pas, c'est le 29 avril, a permis la tenue d'assemblées virtuelles et de réunions du Conseil virtuel. Certains pensaient que c'était légal et possible de le faire, mais M. Jolicoeur, moi, M. Gagnon, on a toujours dit non, ce n'est pas légal. Et on vient d'avoir la confirmation parce que le gouvernement a modifié le Code civil pour le permettre. Alors, on doit penser que si le gouvernement a modifié le Code civil pour le permettre, c'est que ce n'était pas permis avant. Alors, l'arrêté ministériel disait à quelques virgules proches exactement le texte qu'on va vous montrer à l'écran. Gabriel, si vous pouvez nous montrer les 3 articles pertinents. Alors, l'arrêté ministériel disait ça, sauf que l'arrêté ministériel permettait la tenue des assemblées virtuelles uniquement, voyons là, 26 avril 2020, sauf que la mesure était valide tant qu'il y avait l'urgence sanitaire. Une fois que l'urgence sanitaire est terminée, c'était fini. On ne pouvait plus tenir d'assemblée virtuelle. Et si, Gabriel, on descend un petit peu pour aller à la fin, encore un petit peu, on descend, on continue, encore un peu. Bon, alors, vous voyez là, le dernier paragraphe de la page d'avant, il n'y a rien qui a changé. Et on va lire pour le 2e paragraphe, là, que lorsque votre secret est requis, celui-ci peut être tenu par tout moyen de communication.
Alors, Gabriel, si on peut revenir aux 3 articles du projet de loi 103, vous allez voir que on fait juste lever, OK, à 1089.1, ce que je viens de vous lire est là. Que tous les participants puissent communiquer immédiatement entre eux et voter par tout moyen permettant à la fois de recevoir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés. Alors, le gouvernement a repris le texte de l'arrêté ministériel et l'a codifié au Code civil du Québec pour qu'à l'avenir, lorsque la période d'urgence sanitaire soit terminée, et même à compter de maintenant, on puisse tenir des assemblées virtuelles, mais on peut continuer d'avoir des assemblées en présence et on peut même avoir des assemblées qu'on appelle hybrides, où il y aura des personnes présentes, des personnes qui seront là à l'aide de la technique, l'informatique, alors ou un téléphone. Alors maintenant, ça permet d'avoir ça en tout temps, malgré ou lorsque la période d'urgence sanitaire sera terminée. Mais comme je vous dis, c'est exactement la même chose. On peut le faire. J'insiste par contre sur la fin du paragraphe 1089.1. Ceux qui tiennent, comme j'ai déjà dit dans une émission précédente, ceux qui tiennent ça avec Zoom ou avec ci ou ça, c'est pas obligatoire d'avoir la plus grande plateforme au monde. Mais assurez-vous de respecter que dans le cas d'un vote, il faut recueillir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés et conserver et préserver le caractère secret du vote. Alors, généralement, un petit Zoom qu'on utilise ne permet pas ça. C'est pour ça qu'il y a des plateformes particulières. Merci, Maître Papineau. Alors, quand on parle de cette nouvelle loi-là, ben écoutez, je crois qu'au début, si je me rappelle bien, dans les premières assemblées virtuelles qui ont été faites, les gens étaient très nerveux. Tout le monde disait ça ne pourra pas fonctionner parce que tout le monde a toujours une clientèle différente. Ah, nous autres sont plus vieux, sont moins vieux, etc., etc. Et je crois que plusieurs syndicats vont avoir aimé ça et vont avoir choisi ce moyen-là. Je pense aussi que pour les conseils d'administration, ça simplifie énormément les choses que nécessairement d'être obligé de se retrouver dans la cuisine de l'un ou de l'autre, parce que ce n'est pas tout dans tous les copropriétés qu'il y a une salle commune où on peut tenir un conseil d'administration confortable, parce que des fois, ça dure plusieurs heures et tout ça. Donc, à partir de maintenant, les syndicats pourront décider sans modifier, sans faire de règlement, sans faire voter quoi que ce soit à l'Assemblée. Donc, c'est à la discrétion du CA de tenir l'Assemblée virtuelle ou en présence. Il n'y a rien de prévu, là. Il n'y a rien de prévu. Mais normalement, c'est le conseil qui décide de la convocation. Est-ce que dans un syndicat, le syndicat pourra avoir un règlement qu'il faut qu'il y ait une approbation des copropriétaires ou il faut que le conseil ait l'approbation ou quelque chose? On peut réglementer ce pouvoir-là. Mais il reste que pour l'instant, c'est le conseil d'administration qui va décider, comme il décide d'ailleurs déjà de la date, de l'heure, du lieu, etc. Là-dessus, évidemment, on est en droit nouveau. Il y a des règles d'éthique, je pense, qui doivent être attachées à ces plateformes en ligne. Écoutez, j'étais de ceux qui croyaient qu'on enlevait un degré d'humanité à nos assemblées en les faisant de façon virtuelle. Alors, c'est la preuve qu'on évolue en fonction des situations. C'est certain qu'une assemblée de copropriétaires, c'est avant toute chose un lieu de réunion. C'est une fois par an, les gens peuvent, dans le fond, se rencontrer. On vit déjà, dans certains côtés, une vie très impersonnelle. On rencontre un voisin, on ne le connaît pas. Puis souvent, l'assemblée de copropriétaires se prête, dans le fond, aux échanges de cette nature-là. Donc, je pense que le fait qu'on puisse faire des assemblées de façon hybride, c'est ça qui est intéressant, va permettre, dans le fond, à l'avenir, une capacité de réunir, lorsqu'on va sortir de cette zone COVID,
réunir les gens qui veulent échanger, qui veulent partager un moment, c'est des voisins, c'est une communauté, mais également faciliter la tâche à ceux, comme le soulignait M. Papineau, qui sont en Floride, qui sont à l'extérieur, de ne pas être exclus de ce processus d'Assemblée générale. Maintenant, il y a un élément qui est très important, puis que je trouve qu'il y a une nécessité de souligner, c'est les règles d'éthique autour de la tenue de ces assemblées-là. Moi, je pense qu'il y a des intervenants dans le milieu qui devraient se tenir loin de ces plateformes-là. Il ne faut absolument pas que la plateforme choisie soit une plateforme où il y a un questionnement sur l'intégrité du processus. Il faut absolument s'assurer qu'on ait, comme copropriétaire, le sentiment que si jamais les administrateurs qui sont en place doivent être remplacés, que celui qui tient la plateforme ne soit pas à la solde du conseil sortant. Ça, c'est important parce que c'est très facile pour quelqu'un qui veut gérer, présider l'Assemblée, de faire taire les gens. Trop facile. C'est trop facile de dire « Ah, ça, c'est l'opposition. On ne leur donnera pas beaucoup de temps d'antenne à ces gens-là. On peut leur fermer le micro. » Alors, il y a une nécessité de réflexion sur les règles d'éthique, sur qui préside, parce que lorsqu'on démarre une assemblée de copropriétaires de façon virtuelle, il faut comprendre qu'il faut élire un président d'assemblée. Là, c'est déjà un défi. Président d'assemblée, moi, je veux être président d'assemblée ce soir et je n'ai pas accès à la plateforme. Qu'est-ce que je fais? Il y a de l'arrimage à faire, il y a une réflexion à faire parce que si le président de l'Assemblée est reconnu comme une personne très intègre, très indépendante, sans lancer des fleurs, je pense que M. Papineau, il n'y a pas de questionnement lorsqu'il préside les assemblées de son intégrité. Mais si on a quelqu'un, et sans vouloir citer qui que ce soit, qui n'a pas forcément cette indépendance-là, bien, le lien de confiance des copropriétaires sur la tenue de l'Assemblée virtuelle peut être effrité. Donc, il y a une réflexion, je pense, qui devra être faite sur la question. Il y aura certainement des règles à mettre autour pour faire en sorte que ce type de plateforme-là ne soit pas un mécanisme de contrôle absolu éternel de la part d'un conseil d'administration. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Mais je ne dis pas ça pour, dans le fond, vouloir enlever l'intérêt de cette plateforme-là, parce que heureusement qu'on a ces plateformes actuellement, parce que les syndicats de copropriété seraient totalement dysfonctionnels. Moi, j'ai eu des cas de copropriété, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas fait d'assemblée annuelle. Ça flottait dans les airs de même. Oui. Puis les gens, bien, ils continuaient à payer leurs frais de condo. Puis la question qui se posait, y avait-il encore un pilote à bord? Puis il y a des gens qui avaient démissionné. Puis les gens étaient dans la grande noirceur. Alors, ces plateformes-là, c'est pour enlever l'excuse de dire qu'il n'y a pas d'assemblée annuelle, mais il y a une réflexion à faire sur cette question-là d'intégrité dans le processus des assemblées virtuelles. Merci, Mme Jolicoeur. Je pense qu'on pourrait présenter la courte vidéo qu'on avait, Gabriel, si tu pouvais nous présenter. On avait ressorti des images qui ont été amenées à l'écran, je pense, c'est en 2020, vers le mois de juillet, je crois. Donc, Gabriel, est-ce que tu es en mesure de nous présenter cette courte vidéo-là, si c'est possible? Merci. Ils sont des dizaines, parfois des centaines à entrer et sortir de ces immeubles en copropriété. À l'intérieur, les espaces communs sont nombreux. Les gens ne sont pas masqués, mais les gens sont très respectueux au sens où il n'y a jamais 2 personnes en même temps dans l'ascenseur. Le masque est facultatif dans les aires communes de l'immeuble de ce résident, mais dans la bâtisse voisine où habite sa conjointe, il est obligatoire. J'ai 2 sociétés de gestion qui sont différentes. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité. Ce qui est le fun, c'est que quand tu vas au centre d'achat ou tu vas au dépanneur, tu sais, tu portes le masque, donc tu n'as pas de zone grise. Ici, tu as une zone grise. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. C'est qu'aucune directive gouvernementale encadre les espaces communs des immeubles résidentiels. Il revient à chaque syndicat de chaque copropriété d'établir ses propres règlements. C'est pourquoi la situation peut varier d'une copropriété à l'autre. Le ministère de la Santé écrit par courriel:
Nous avons analysé les risques et il a été décidé de ne pas inclure ces lieux dans le règlement. Des rassemblements dans un hall d'entrée ou les corridors d'un immeuble d'habitation sont peu probables comparativement avec les immeubles qui accueillent le public. Je ne crois pas que le gouvernement a forcément l'obligation, à l'époque où on se parle, d'adopter ce type de règlement-là. Toutes les copropriétés sont physiquement différentes. Alors, il y a des copropriétés pour lesquelles le port du masque est peut-être moins important. On a des copropriétés qui ont des entrées séparées, par exemple, et qui ont très peu d'espace commun. D'autres croient plutôt que la province manque de cohérence et qu'une directive permettrait de limiter les zones grises pour les copropriétaires. Dès qu'on est dans un bâtiment avec des corridors intérieurs, avec des lieux de rencontre, le masque, quant à nous, c'est même pas un sujet de discussion, ça devrait être obligatoire. À Toronto, le couvre-visage est désormais obligatoire dans toutes les aires communes des immeubles résidentiels. La Ville de Québec s'en remet quant à elle à la direction de la santé publique. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec. Très intéressant, cette courte vidéo. Alors, c'est sûr que quand on regarde ça une année, presque une année plus tard et plus, on voit que peut-être que ça aurait été effectivement plus facile de donner une lecture à tout le monde pareil et d'éviter justement, parce que je crois que s'il y avait eu une directive plus claire du gouvernement, il n'y aurait pas les échanges, parce qu'on parle beaucoup dans les questions ce soir, comment je fais pour pénaliser les gens, qu'est-ce qu'on veut faire avec les gens qui ne respectent pas, etc. Est-ce qu'on peut bloquer l'accès aux espaces communs? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est sûr que s'il y avait eu une consigne plus claire pour nos syndicats, ça aurait peut-être été facilitant pour nos administrateurs, mais on s'en remet à la règle du bon voisinage et du respect de la santé publique. Mais je vous laisse, Maître Papineau, avez-vous quelque chose à ajouter sur la courte vidéo qu'on a vue? La courte vidéo disait il y a des gens qui ont des masques, des gens qui n'en ont pas, c'est différent, c'est difficile. Mais il reste qu'aujourd'hui, je répète un peu ce que j'ai dit tantôt, tous les gouvernements disent qu'il faut avoir un masque. Alors, je pense que la question ne se pose pas. Il y a des normes, il y a des règles gouvernementales qui doivent être appliquées par les conseils d'administration, par les syndicats, et notamment sur le masque. Il n'y a pas de raison que le conseil ne l'applique. OK, merci. Maître Jolicoeur? Ça me semble tellement évident. Là. Actuellement, là, écoutez, je rétroagis actuellement avec des gens du milieu de la santé. Je parlais à un médecin avant-hier qui est aux urgences de Pierre Boucher, qui me disait, vous savez, Maître Jolicoeur, les gens ne s'imaginent pas ce que l'on vit, nous, comme pression dans le système médical. S'il vous plaît, il faut penser à ceux qui soignent les gens présentement. Puis malheureusement, si on ne fait pas un minimum d'efforts, on a un manque de respect de notre société. On doit réellement protéger. Vous savez, si on avait des centaines d'hôpitaux et du personnel médical, on pourrait se dire, bien, ceux qui prennent la COVID, parce qu'ils ne font pas attention, parce qu'ils décident, c'est bien leur affaire, puis ils seront malades. Et on ne peut pas aujourd'hui penser comme ça. Et puis, il ne faut pas se le cacher. On a une clientèle d'âge avancé dans les copropriétés. On dit toujours, bien, écoutez, les copropriétés, ça ressemble des fois à des centres de soins de longue durée. On a des gens dans nos immeubles qui ont 90 ans, 95 ans, des dames qui ont perdu leur conjoint. La copropriété est un lieu qui les sécurise. Mais là, aujourd'hui, c'est un lieu qui les inquiète. Alors, on se doit d'avoir cette sensibilité-là. Et oui, effectivement, c'est sujet de controverse. Oui, évidemment, ce soir, quand je dis qu'il faut avoir un cadre plus rigide, il y a des gens que ça ne leur plaît pas d'entendre ce discours-là. Puis il y a des fois des administrateurs qui se disent, bien, écoutez, là, vous nous en demandez beaucoup. Savez-vous pourquoi vous en demandez beaucoup? Tu sais, c'est un peu pour ça, quand j'ai fait l'intervention à Radio-Canada, je leur disais, bien, pourquoi le gouvernement du Québec ne donne pas des règles plus claires? On a des immeubles en copropriété aujourd'hui au Québec qui comportent plus de 900 occupants. Là. On a des tours de 600 lots de copropriété. Ce n'est pas des petits buildings. Alors, on a des fois plus d'habitants dans certaines tours en copropriété qu'on en a dans certains villages québécois. Alors, je comprends qu'ils ne sont pas tous de même. Je comprends qu'il y a des copropriétés de 2 logements, mais l'État
plupart de ces politiques gouvernementales cherchent à densifier le territoire, notamment avec la copropriété. Bien, je pense qu'il est important d'être conséquent dans les mesures de l'État, c'est-à-dire de donner des directives beaucoup plus claires pour que les administrateurs n'aient pas à porter le poids d'une mesure législative impopulaire, une mesure réglementaire plutôt impopulaire dans la copropriété. Puis des fois, les gens disent « Oui, mais moi, mon voisin, là, il ne porte pas le masque, qu'est-ce qu'il va penser si on passe un règlement comme ça? Je vais devoir vivre avec mon voisin. » Mais si l'État était plus clair dans ses directives, ben, l'administrateur pourrait dire oui, mais c'est parce que c'est le gouvernement qui l'a décidé ainsi. En fait, on a plusieurs questions. Je vais juste essayer d'en couvrir quelques-unes avant qu'on puisse terminer. Monsieur Lapointe nous demande de répondre aux questions des administrateurs sur la COVID. Donc, les moyens exacts qui sont à disposition des administrateurs pour faire respecter les règlements. On a expliqué pendant beaucoup de temps l'importance de faire un règlement, mais quels sont les moyens à la disposition de l'administrateur? La loi 103, c'est peut-être pas à l'ordre du jour de cette web radio, mais il voudrait savoir vraiment plus comment on peut, en fait, c'est de s'assurer que les règlements sont respectés. On l'a dit, mais j'aimerais ça l'entendre de votre part. Vous comprenez que les administrateurs sont un peu démunis face à ça. Est-ce que je serre la vis? Est-ce que je vais avoir de l'air du pas fin dans la copropriété, puis etc. Comment on peut aider nos administrateurs? C'est qu'on leur dit de mettre les mesures le plus serrées possible, puis après ça, ben, ils ont une obligation de faire quelque chose, mais sans avoir l'obligation de s'assurer que c'est fait. Comment qu'on peut réagir face à ça? Il y a une chose qui est sûre, on n'a pas parlé de ça exactement, mais il y a une question de gros bon sens. Alors, au lieu de délater puis appeler la police, puis c'est où ça, on peut aller voir ces gens-là et leur dire, écoutez, vous ne portez pas de masque, contrairement à la réglementation provinciale. On apprécierait que vous le fassiez à l'avenir. Ça indispose les copropriétaires. Alors, vous demandiez tantôt, est-ce qu'on doit appeler la police s'il y a des regroupements de 20 personnes dans l'appartement? Moi, je pense que le conseil peut envoyer quelqu'un cogner et dire, écoutez, vous savez que vous ne pouvez pas, alors s'il vous plaît, respectez. Mais le lendemain, si ça recommence, est-ce qu'on appelle la police? Mais la réponse, c'est oui. Puis quelqu'un qui ne porte pas le masque et qui empêche tout le monde de respirer dans l'immeuble, est-ce qu'on peut trouver un moyen d'imposer des pénalités ou, évidemment, là, on arrive dans des recours extraordinaires, prendre une injonction pour le forcer? Je comprends qu'on va dépenser beaucoup d'argent, mais je pense que dans un premier temps, on peut aller voir les gens, les contrevenants, leur parler et essayer de trouver une solution avec eux, puis leur faire comprendre les besoins. Sinon, ben, on va avec un peu plus d'effet. OK. Et j'ai une autre question qui dit, bon, la clause pénale est-elle applicable si le règlement n'est pas voté? Ben, si on a une clause pénale générale, Maître Papineau, c'est applicable? Exactement. C'est ça. On n'a pas un règlement définitif, mais on a une clause pénale générale, donc tu ne respectes pas une consigne du syndicat. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des règlements trop précis. Pour ça qu'il faut avoir des clauses pénales trop précises, parce que si vous dites, vous avez une clause pénale, pas le droit de fumer du cannabis, elle ne s'applique pas à d'autres choses. Si vous avez une clause pénale qui dit, vous n'avez pas le droit de fumer et de dégager des odeurs qui sont désagréables, bien là, vous rentrez peut-être la pipe, le cigare, etc., etc. OK. On a une autre question. Allez-y, M. Jolicoeur, allez-y. Et évidemment, il faut comprendre que la clause pénale, il y en a qui vont dire oui, mais là, il va y avoir un conseil d'administration qui va jouer à la police. La mise en œuvre d'une clause pénale nécessite l'intervention du tribunal. Puis le tribunal, s'il considère que les billets donnés par le conseil d'administration à tous les 5 minutes sont excessifs, il y a un pouvoir de contrôle des tribunaux sur ces clauses pénales-là. Donc, ce n'est pas un automatisme parce que le tout est sanctionné par les administrateurs. Automatiquement, ça va se transformer en billet de banque, tout ça. Donc, je veux quand même rassurer l'auditoire qu'il y a un contrôle qui est fait par le tribunal sur ces questions-là. Bien, on imagine que des deux côtés de la médaille, le gros bon sens va, à un moment donné, si ça se rend plus loin, va avoir consensus, c'est le gros bon sens.
On a une petite question ici. Doit-on procurer un purel à l'entrée d'une copropriété de 8 unités? Bien, écoutez, quand on parle de prendre toutes les mesures nécessaires, à cette heure, il y a une petite bouteille à $1 qui peut, ou $2 qui peut être mise. Ça, c'est une bonne consigne. Pouvons-nous donner des infractions bloquées aux espaces communs? Est-ce qu'on peut permettre de les fermer complètement ou de limiter le nombre d'utilisateurs, soit dans un petit gym, 1 ou 2 personnes en même temps ou ces choses-là? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers co-animateurs? Ouais, ça me semble évident que le conseil a cette autorité-là. Si on a un gym qui est 2 pieds par 2 pieds et que le système d'aération ne fonctionne pas, pose la question, s'y répondre, l'autorité du conseil peut s'exprimer à ce niveau-là. Donc, une question de dosage, encore la question de la piscine. Est-ce qu'on doit forcément fermer la piscine? Peut-être pas, mais est-ce qu'on doit prendre des mesures pour qu'elle soit limitée à un certain nombre de baigneurs? La réponse est oui. On vient, écoutez, Valérie, ça fait déjà maintenant 2 ans. On est en 2022. La crise sanitaire l'éclosion a commencé en mars 2020. Donc, on est en train de franchir 2 ans de vécu. Je me souviens, au tout début, on a eu des crises d'hystérie de la part de copropriétaires qui disaient, écoutez, j'ai un droit, je m'en viens avec mes petits-enfants aller me baigner à la piscine. C'est un peu le principe du Titanic qui est en train de couler, mais on continue à danser sur le pont, puis tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, globalement, à moins de ne pas avoir de télévision, on ouvre la télé, puis on entend aujourd'hui des gens qui décèdent. Tous les jours, on a des taux de décès très élevés. C'est des vrais décès, ce n'est pas des histoires d'horreur. On a des gens qui sont contaminés. On sous-estime actuellement le degré de contamination. De grâce, je dis à tout le monde, amenez-vous à réfléchir, puis pensez aux autres. Et je vous dirais que c'est les meilleures balises qu'on peut se donner maintenant en copropriété. On est sous un même toit. Et donnez pas du fil à retordre aux administrateurs qui vont faire un travail qui n'est pas seulement très ingrat. Ouais. Il va souvent se faire par l'entremise du gestionnaire aussi. Souvent, le gestionnaire, c'est l'intervenant de première ligne qui doit rappeler les mesures. Faites en sorte, puis ça, c'est peut-être le message qu'on devrait passer aux copropriétaires, faites en sorte qu'on puisse passer à travers la crise sans être obligé d'invoquer les clauses pénales, sans être obligé d'invoquer les règles du gros bon sens. La bouteille de Purel, Mme Couture, c'est même pas une question. On en met une. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais on se l'est fait voler. Bien, tant mieux. Ils vont se laver les mains. On peut être un peu moins contaminés. Oui. Mettre un budget de Purel dans les nouveaux budgets de conseil de syndicats de copropriété. On va peut-être sauver une couple de jours d'être déconfinés avant. Si c'était une bouteille de scotch, je pourrais comprendre qu'il disparaisse, ouais, ou de dry gin, mais c'est du Purel. Je ne pense pas qu'on peut faire de la cuisine avec du Purel. Dernière question que je voudrais qu'on couvre, parce qu'on a déjà dépassé de 4 minutes, mais il y avait beaucoup de questions. Quelqu'un demande si on a de la sécurité dans notre immeuble. Donc, on parle d'un building de plus grande ampleur. Est-ce qu'on peut exiger le passeport vaccinal? Fait que là, je voudrais pas répondre à cette question, mais j'imagine que c'est pas permis d'empêcher quelqu'un de rentrer chez lui parce qu'il n'est pas vacciné. Ben on espère que cette personne-là porte le masque et s'est nettoyé les mains au minimum quand il rentre dans notre bâtiment, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer chez lui. Non. Donc, merci beaucoup, Maître Yves Papineau. Merci beaucoup, Maître Yves Jolicoeur. Merci à notre conseiller technique, Gabriel. Je tiens à vous faire part que dans 2 semaines, notre prochaine émission est en lien avec... Bon, ce soir, on a parlé des difficultés du conseil d'administration de gérer cette crise-là, mais ce n'est pas la seule crise que les conseils d'administration gèrent et doivent rencontrer. Dans 2 semaines, nous allons parler de la mise en tutelle de certains syndicats. Parce qu'on commence déjà à avoir de la misère à trouver des administrateurs de copropriété. Donc, c'est un problème qui devient de plus en plus criant. Maître Jolicoeur, Maître Papineau sont souvent demandés dans de grands syndicats pour organiser ces dossiers-là, donc la mise en tutelle et tout ça. Donc, on vous invite en grand nombre. Ce sera très, très intéressant cette soirée-là, le 26. Donc, une copropriété
peut-elle faire faillite ou être mise sous tutelle? Donc, un point d'interrogation qu'on n'y répond pas ce soir. Fait que merci à vous tous. Encore une fois, soyez prudents. Essayons de limiter ensemble la propagation du virus et de gérer les gens un peu moins compréhensifs ou agréables, parce que c'est sûr que le ton monte des fois, mais restez tranquilles. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous.